À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association My Pikin House et ses partenaires vous présentent les Perles d'influence 2024. Des femmes béninoises dont le parcours inspirant en fait de véritables modèles pour la jeune génération. Elles brillent dans leur domaine, ouvrent la voie et prouvent que l'excellence et la persévérance sont les clés du succès. Aujourd'hui, à travers cette interview, allons à la rencontre de l'une d'elles, une femme qui façonne l'avenir dans le domaine du gouvernement et de la politique. Bonjour ma Pékin. Merci beaucoup pour m'avoir associé à cet événement. Je suis Claire Ongan. Je suis Ayaba Claire Ongan, épouse Ayemona. Donc d'une manière plus simple, je dis Claire Ongan. Je suis à la retraite parce que je suis retirée de l'exercice des fonctions d'agent permanent de l'État. C'est ça la retraite. On vous utilise un temps et puis on estime que bon voilà, il y a des jeunes qui sont là, il faut partir pour leur céder la place. Mais quand vous avez encore la force d'agir, la possibilité de réfléchir, de contribuer à la réflexion, il faut le faire. Et ça, j'essaie de le faire et je crois que c'est très important. J'ai oublié de dire, en tant que j'ai une petite virgule, dans mon parcours professionnel, ce que j'appelle virgule accidentelle au gouvernement, où pendant 2 ans, de 2001 à 2003, j'ai eu à exercer les fonctions de ministre de la Famille, de la Protection sociale et de Solidarité dans le gouvernement du regretté général Mathieu Kérékou. Un peu naïvement, nous avions créé la Fondation Regard d'Amour en pensant bien faire pour aider les orphelins, les enfants qui étaient victimes d'infanticide et tout ça. Ma mission, si je dois le dire par rapport à tout ce que je fais, c'est d'être toujours utile tant que vous avez la possibilité. Et une mission de recherche permanente de la justice et de l'équité. Justice, équité. Équité pour tout le monde, pour les hommes, mais équité aussi pour les femmes. Parce que parfois, théoriquement, on parle de l'égalité, de la légalité, mais sur les questions d'équité, parfois il y a l'égalité du point de vue de droit, mais dans la pratique, il y a encore beaucoup d'inégalités. Sur le plan académique, je me plais à dire que je suis un pur produit béninois. Et je le dis avec beaucoup de fierté. J'ai fait mes études primaires à Abomey, à l'école catholique des filles. J'ai fait mes études secondaires au lycée au fond d'Abomey de la 6e en terminale. Après le bac, j'ai fait l'Université nationale du Bénin à l'époque, à Calavi, la faculté de droit. Et pour mes études de la magistrature, j'ai fait ENA niveau 2. Je n'ai jamais eu la chance ou l'opportunité d'aller faire même un temps de renforcement de capacité en France comme d'autres collègues. Mais je ne m'en plains pas. J'ai eu la chance d'avoir rencontré des professeurs formidables. J'ai eu la chance d'avoir été accompagnée par mes parents. Et je le dis aujourd'hui sans complexité. Je n'ai aucun complexe par rapport à quiconque qui va me dire je suis sortie de telle université, de tel pays et autres. Je me sens tout à fait à l'aise en tant que béninoise et pur produit béninois à discuter la tête haute avec tous ceux-là qui viennent brandir des doctorats de je ne sais où. C'est vrai, je me rappelle que vous avez voulu que je vous parle de la politique un peu.
Or, souvent, quand on parle de la politique ou la femme en politique ou quand on dit telle personne a été ministre, on voit toujours quelqu'un, membre d'un parti politique qui est sur le terrain politique. J'avoue que je n'ai jamais été convaincue par la sincérité des hommes politiques. Je n'ai pas des propositions d'idées qui me permettent vraiment une réelle adhésion pour m'engager et aller jusqu'au bout. Je suis convaincue du fait qu'il faut participer au développement de mon pays, qu'il faut agir. Et c'est dans cette action à travers la vie associative que j'avais été, disons, mise en lumière. Et le chef de l'État à l'époque a pensé que je pouvais participer à l'animation de son gouvernement, surtout que la démarche a été aussi une ouverture vers la société civile. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu accidentellement au gouvernement. Mais parce que d'un côté, être magistrat quand même, c'est déjà participer à l'exercice du pouvoir judiciaire. Donc sur le plan professionnel, je vais participer à l'exercice d'un pouvoir avec beaucoup d'exigences, de retenue, de réserve. Et j'étais allée au gouvernement relativement jeune. J'avais 41 ans. Je n'avais pas fini ma carrière. Et j'avais eu à cœur de finir ma carrière une fois que j'allais quitter le giron de l'exécutif. Donc cela a fait que, quand bien même j'étais au gouvernement, je percevais la politique comme une contribution au développement. Mais pour moi, je faisais une politique non partisane. La politique partisane consiste à aller vers un parti politique et à œuvrer pour l'intérêt de ce parti politique en vue de la conquête du pouvoir. On veut conquérir le pouvoir pour qui et pourquoi et dans l'intérêt de qui? À partir de ces questions, je n'ai pas les réponses qui me permettaient de faire de la politique partisane. C'est pour ça que je suis toujours restée à une certaine distance des partis politiques. Mais en tant qu'intellectuel, je pense que c'est une obligation pour nous tous de nous intéresser à comment notre pays est géré. Si c'est bien géré, de dire c'est bien. Mais si ce n'est pas bien géré, de pouvoir dire il peut y avoir une autre manière de le faire. Et dès lors que vous vous intéressez à la manière dont la cité est gérée, est gouvernée, c'est que vous faites déjà de la politique. C'est pour ça que je ne me refuse pas de faire de la politique, mais j'insiste, je fais de la politique non partisane. Parler de parcours sans heure, ce serait mentir aux jeunes. En fond, il y a une expression qui dit la vie, c'est comme des vagues. On dit tordement. Ça va à droite, ça va à gauche. Et que ce soit sur le plan des études, sur le plan du travail, ça a toujours été comme ça. J'ai l'habitude de dire aux jeunes, je n'ai jamais réussi à mes examens du coup. Le BEPC, je l'ai eu en seconde. Je suis passée en seconde, mais je ne m'étais pas découragée pour passer encore le BEPC parce que le diplôme comptait dans notre système. Le CEP, je l'ai eu en sixième. J'avais réussi à la bourse pour commencer la sixième, mais parce que le diplôme qu'il faut monter, c'est le CEP, je l'ai passé. Et pareil, en terminale, j'ai dû passer 2 fois le bac avant de réussir. Bon, à l'université, tout s'est bien déroulé. Donc, échouer à son examen, c'est quand même une difficulté. Il faut s'armer de courage et dire, surtout quand vous espérez réussir et qu'après, le jour-là, la chance n'a pas été entièrement de vos côtés. Il y a une matière où vous êtes passé carrément à côté. Il faut pouvoir reprendre courage. J'ai eu le soutien de ma mère. C'est vrai, je le dis avec beaucoup de respect pour mon père qui a été mon géniteur,
mais ma mère a été les femmes que j'appelle les Amazones de l'ombre. Sans elle, je n'aurais pas été à l'école. Parce que je suis née d'une génération de pères qui pensaient encore que la place de la fille, c'est la maison et le mariage. Et j'ai des sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme moi. Et si j'ai pu le faire, c'est que ça a été un défi, un challenge pour ma mère qui disait, j'ai pas eu la chance moi d'aller à l'école. Mais si j'avais été, je sais ce que ça m'aurait apporté dans l'exercice de mes activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, je ne veux pas que mes filles restent dans cette obscurité. Par mes connaissances, elle a mené ce combat. Et le défi pour nous était de travailler constamment avec elle dans ces activités génératrices de revenus et d'aller à l'école. C'était un moment où on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas de l'eau courante, donc vous venez de l'école, il faut prendre la bassine et le seau et aller chercher l'eau là où, avec les gens qui ont le puits. Parfois, c'est quand vous revenez de l'école que vous surveillez la boutique et elle court rapidement au marché, et faire le marché, venir faire la cuisine avec vous. Et je suis restée couche tard parce que très souvent, c'est quand on finit de fermer la boutique vers 22h, qu'on va à la cuisine pour faire la cuisine et manger vers 22h30, 23h. Mais tout cela, je l'ai vécu, nous l'avons vécu, mes frères et sœurs, comme un complément d'éducation nécessaire à notre sociabilisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de situations où les gens peuvent se plaindre facilement, moi, ce n'est pas le cas. Faire la vaisselle, faire la lessive, faire la cuisine, bon, je ne suis pas trop fan de la cuisine, hein, parce que les conditions aussi avec le bois, il faut souffler dedans, étaient telles que je n'aimais pas trop. Mais aujourd'hui, parce que j'ai pu travailler, j'ai les moyens, et je prépare dans vraiment de meilleures conditions qui donnent plaisir à rentrer, à allumer le four, à porter son tablier, même quand on veut, pour faire la cuisine. Et ça, je le dis aux jeunes, c'est le travail. C'est le travail. Et sur le plan professionnel et associatif, j'ai eu beaucoup le soutien de mon conjoint. Ça, on ne le dit jamais assez. Les femmes, quelle que soit leur volonté, ne peuvent pas réussir si elles sont dans le ménage sans l'accompagnement du mari. Et c'est ça que je demande aujourd'hui à beaucoup d'hommes qui n'évoluent pas avec les exigences actuelles de développement. Aujourd'hui, l'homme n'a plus les moyens de satisfaire tous ses besoins, les besoins de sa compagne ou de son épouse et ensuite les besoins des enfants. Il est obligé de compter sur la contribution de la femme, sur l'apport de la femme. Mais quand la femme, elle est encouragée, elle le fait. Et j'ai été très tôt encouragée par mon conjoint pour ces choses. Même pour la participation au début dans la vie associative, je n'étais pas autrement motivée. Mais à chaque fois, c'est lui qui dit, écoute, il y a telle chose, allons-y. Et il n'avait plus crainte à me donner l'opportunité de développer les potentialités qu'il y avait en moi. Et c'est par la suite que moi-même, j'ai réalisé qu'il y avait quand même des potentialités qui sommeillaient en moi. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui sont comme ça. Nous avons beaucoup de jeunes filles qui ont beaucoup de potentialités en elles. Mais parce qu'elles vivent dans des milieux où on ne leur permet pas d'éclore ce génie qui sommeille en elles, elles restent là, recroquevillées sur elles-mêmes. Elles se contentent du peu d'être une bonne épouse soumise. Non, il faut qu'on évolue avec ça. Je dis respect mutuel, oui, mais la soumission aveugle, non, je ne suis plus dans ce schéma. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que vous avez voulu que je vous parle de la politique un peu.
Or, souvent, quand on parle de la politique ou la femme en politique ou quand on dit telle personne a été ministre, on voit toujours quelqu'un, membre d'un parti politique qui est sur le terrain politique. J'avoue que je n'ai jamais été convaincue par la sincérité des hommes politiques. Je n'ai pas des propositions d'idées qui me permettent vraiment une réelle adhésion pour m'engager et aller jusqu'au bout. Je suis convaincue du fait qu'il faut participer au développement de mon pays, qu'il faut agir. Et c'est dans cette action à travers la vie associative que j'avais été, disons, mise en lumière. Et le chef de l'État à l'époque a pensé que je pouvais participer à l'animation de son gouvernement, surtout que la démarche a été aussi une ouverture vers la société civile. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu accidentellement au gouvernement. Mais parce que d'un côté, être magistrat quand même, c'est déjà participer à l'exercice du pouvoir judiciaire. Donc sur le plan professionnel, je vais participer à l'exercice d'un pouvoir avec beaucoup d'exigences, de retenue, de réserve. Et j'étais allée au gouvernement relativement jeune. J'avais 41 ans. Je n'avais pas fini ma carrière. Et j'avais eu à cœur de finir ma carrière une fois que j'allais quitter le giron de l'exécutif. Donc cela a fait que, quand bien même j'étais au gouvernement, je percevais la politique comme une contribution au développement. Mais pour moi, je faisais une politique non partisane. La politique partisane consiste à aller vers un parti politique et à œuvrer pour l'intérêt de ce parti politique en vue de la conquête du pouvoir. On veut conquérir le pouvoir pour qui et pourquoi et dans l'intérêt de qui? À partir de ces questions, je n'ai pas les réponses qui me permettaient de faire de la politique partisane. C'est pour ça que je suis toujours restée à une certaine distance des partis politiques. Mais en tant qu'intellectuel, je pense que c'est une obligation pour nous tous de nous intéresser à comment notre pays est géré. Si c'est bien géré, de dire c'est bien. Mais si ce n'est pas bien géré, de pouvoir dire il peut y avoir une autre manière de le faire. Et dès lors que vous vous intéressez à la manière dont la cité est gérée, est gouvernée, c'est que vous faites déjà de la politique. C'est pour ça que je ne me refuse pas de faire de la politique, mais j'insiste, je fais de la politique non partisane. En fait, surtout au gouvernement, ça a été un peu les difficultés que j'avais. Parce que quand vous êtes dans un gouvernement, à des moments donnés, vous avez besoin du soutien des hommes politiques. Soit pour aller défendre une position ou un test à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai eu quand même à ce niveau à travailler pour l'adoption d'un certain nombre de tests en faveur de la femme. Donc, c'est pas toujours facile. Vous avez besoin d'aller sur le terrain pour montrer que le gouvernement pour lequel vous travaillez fait bien. Et s'il doit avoir des élections, il faut pouvoir voter pour les gens de ce côté. Toutes choses pour lesquelles j'avais du mal à aller sur le terrain. Donc du coup, j'avais des difficultés à obtenir le soutien des hommes politiques et beaucoup me le reprochaient parce qu'ils pensaient que c'est parce qu'ils ont mouillé le maillot en griffe pour que le président soit élu que avant que je ne sois nommée dans son gouvernement. J'ai résisté jusqu'au bout. Et autre chose aussi, quand vous êtes à des places données, on vous demande parfois l'impossible. Des actions qui nécessitent les moyens, surtout les moyens financiers dont vous ne disposez pas. Et si vous ne savez pas faire, c'est facile d'ordonner ce qu'il ne faut pas ordonner, de vous retrouver après à être en difficulté de justifier l'injustifiable.
Là encore, je parlerai du soutien de mon conjoint. Lui, il a toujours été un militant politique, même si à des moments donnés, il ne me comprenait pas dans mon refus de le soutenir pour aller vers un parti politique. Là, j'étais vraiment restée égale à moi-même. Je dis, je ne veux pas faire de la politique partisane, je ne le fais pas. Lui, il le faisait. Au début, quand j'étais au gouvernement, j'avoue que les 6 premiers mois, j'avais eu envie de démissionner. Je sentais une pression telle que je dis, mais c'est pas vrai, est-ce que je vais pouvoir continuer avec ça? Mais c'est lui qui à chaque fois me dit, ça ira, du courage, tu peux. Et j'ai pu aller jusqu'au bout. J'ai parlé tout à l'heure des tests auxquels j'ai contribué. Le débat sur le code des personnes et de la famille a été fait en Assemblée vers la fin de la 3e législature en 2003. La 3e législature a fini en 2003. J'ai fait le gouvernement en 2001-2003. Donc c'était vraiment un texte qu'il fallait défendre. J'avoue que ce n'était pas facile. Même au sein du gouvernement à l'époque, l'acceptation de la monogamie n'était pas évidente. Il fallait que je me prépare, je fasse des recherches, que j'aille chercher même la définition de la polygamie, de la polygynie, de la polyandrie, pour montrer que la polygamie n'a jamais été dans nos traditions, mais c'était plutôt la polygynie qui est contraire à la Constitution, tout ça là. Ça n'a pas empêché que la première version du code, votée par les députés, émettait la polygamie comme une option. Mais heureusement, nous avons des dames géniales à la Cour constitutionnelle à l'époque. Je veux évoquer de mémoire Madame Conception Arwinsou, et il y avait Madame Noubodé, Médégan Noubodé aussi. Cette dame, quand le test est allé à la Cour constitutionnelle pour la vérification de la conformité, ils ont pris une décision pour dire « c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire une option qui est manifestement illégale ». Si vous voulez la polygamie, ce serait pour tout le monde, sinon. Et le débat a été clos comme ça. Et même la loi qui réprimait les mutilations génitales féminines aussi, je me rappelle la première fois qu'on a fait le débat à l'Assemblée nationale, c'était très chaud. Beaucoup défendaient cela comme des faits culturels. On va jusqu'à dire, mais c'est les Blancs qui donnent de l'argent à quelques femmes intellectuelles pour venir tuer nos cultures, c'est pas possible. Il y en a qui faisaient l'analogie entre l'excision et la circoncision. Mais il a fallu, avec l'appui des ONG qui travaillent déjà dans les domaines, il y a eu également quelques des députés qui étaient associés à la cause, et de vénérer mémoire, je voulais évoquer aussi Madame Rosine Soglo. Et je me rappelle le jour où on avait projeté un film à l'Assemblée très émouvant sur l'excision pour montrer réellement les conséquences de l'excision. Quand elle a parlé, je crois que les cœurs ont été touchés et la loi a été adoptée à l'unanimité. J'avais initié d'autres tests qui ont évolué après moi. Le code de l'enfant, j'avais commencé un peu le débat à l'époque, la loi sur la traite des enfants. Et puis après, même quand j'étais sortie du gouvernement en tant que personne ressource, j'ai travaillé avec le gouvernement et d'autres institutions sur l'élaboration, la discussion de ces tests, la loi sur la portant répression des violences à l'égard des femmes. Et aujourd'hui, l'Institut national de la femme me fait confiance et m'appelle encore comme personne ressource dans la vulgarisation de la loi portant répression des infractions à raison du sexe. Et c'est avec bonheur que je continue de participer, disons, aux actions visant le bien-être de tous les citoyens sans distinction de sexe.
On a créé le centre. On a commencé par accueillir des bébés. Il faut un personnel pour s'en occuper. Mais où trouver l'argent pour tout ça? C'était très, très, très difficile au début. Et heureusement, il y avait une religieuse qui était avec nous et on priait beaucoup. On s'en remettait à Dieu, on s'en remettait à la providence. Et je dis, c'est avec la fondation que j'ai eu la conviction que la providence existe réellement. Déjà vers les 15-16 du mois, on commence pas à se faire du souci. On se dit, mais comment on va payer les salaires du mois? Mais vers les 25-30, la providence nous ouvre les portes et les moyens arrivent. Et ça, je le dis souvent. Et puis après, d'une manière générale, quand vous avez la foi, ça vous sort des situations difficiles. Parce que c'est quoi la foi? C'est la croyance en un être que vous ne voyez pas, mais qui est là, à qui vous pouvez parler. Et quand vous êtes dans des situations vraiment, vraiment difficiles, au lieu de baisser les bras, quand vous avez foi en Dieu, vous regardez parfois avec sourire, tu dis, mon Père, mon Dieu, tu sais pourquoi tu me soumets à cette épreuve. Tu veux tenter ma foi, mais elle reste inébranlable. Je crois en toi. Je sais que c'est pour me tester, mais tu me donneras encore les moyens de sortir de cette situation. Et quand vous dites ça, c'est comme si ça vous fortifie, ça vous permet de ne pas baisser les bras, d'avancer en vous disant la solution est au bout du rouleau. Et Dieu aidant, vous finissez quand même par avoir une solution au problème qui vous amène à souvent, des gens pensent que le 8 mars, c'est un jour de fête. On s'habille, on s'enjaille et puis c'est tout. Non. On est parti très loin. C'est la lutte pour l'égalité, la lutte pour un bien-être. Et les premiers combats ont été menés en 1857 par des femmes qui travaillaient aux États-Unis, qui sont utilisées dans des entreprises, qui sont sous-payées des heures insupportables. Et à un moment donné, elles se sont organisées pour dire, nous voulons avoir de meilleures conditions de travail. On a tiré parmi elles, certaines ont perdu de leur vie, le mouvement s'est essoufflé jusqu'au début du XXe siècle, vers 1911, une dame a dit non, nous devons nous souvenir de ces dames qui ont payé de leur vie tout simplement parce qu'elles réclament de meilleures conditions aux femmes. Et figurez-vous, c'était à une époque où pratiquement nulle part dans le monde, la femme n'a même pas le droit de vote. On pense que, disons, la domination de la femme, c'est l'apanage des Africains, mais c'est faux. Que ce soit en Occident, au départ, le rôle de la femme se trouvait à la maison, au foyer ou au salon. Encore à ce moment, bon, dame du salon, c'était ça. La première femme qui a dû faire des études d'avocate en Europe a dû se déguiser en homme. Et il n'y a pas longtemps, j'ai suivi le reportage d'une femme en Égypte qui a dû, une veuve, qui au décès de son mari, se déguisait en homme pour faire le métier de shoemaker qui lui permettait de subvenir aux besoins de ses enfants. Donc, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se sont indignés contre la situation des femmes pour dire non, on ne peut pas continuer. Et c'est comme ça qu'au niveau des pays africains, avec la lutte pour la libération, les colonisations, tout ça, là, on a évolué pour en arriver ici. Donc le 8 mars, c'est d'abord pour reconnaître le combat que mènent les femmes pour une justice à l'endroit des femmes, à l'endroit de tout le monde, mais notamment une justice pour les femmes. Ensuite, c'est une date pour se dire, mais qu'est-ce que nous avons gagné depuis lors de cette bataille? On fait le bilan des acquis. Et c'est aussi une date pour dire, mais
qu'est-ce qui nous reste à faire? Quels sont les défis qui restent à relever? Certes, nous avons gagné des choses. Certes, aujourd'hui, la femme peut voter. Mais sur le plan des femmes qui participent à la prise de décision, le chemin est encore long. Au Bénin, pendant longtemps, on n'a jamais atteint les barres de 10%. Il a fallu une loi spécifique, que je peux dire, sur le quota avant que nous ayons un peu plus de femmes à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est inférieur à 30%. C'est autour de 25-26% de femmes. Mais quand on va au niveau de la base, au niveau des communes, au niveau local, le chiffre est encore bas. Pourtant, tout le monde reconnaît le rôle de la femme. Allez à Tantopa ou dans nos marchés, ce sont les femmes qui tiennent l'économie de ce pays dans l'informel. Le 8 mars, c'est vrai, les hommes parfois ont tourné le 8 mars en un jour de distraction des femmes. J'appelle ça jour de distraction des femmes. Pour montrer qu'on a déjà fait suffisamment pour les femmes, il faut simplement organiser une fête, les rassembler autour de la fête et puis c'est bon, on a déjà fêté le 8 mars. Il ne faut pas qu'on continue de tomber dans ce panneau. 8 mars, chaque femme à son niveau doit se dire qu'est-ce que j'ai acquis comme liberté, comme droit en tant que femme par rapport à ma mère, par rapport à mes tantes. Et qu'est-ce que je veux dans ma situation actuelle? Qu'est-ce que je voudrais pour mes filles, pour mes enfants? Et par rapport à cette évolution, qu'est-ce que je dois faire comme combat? C'est ça. Et cette analyse, ce n'est pas seulement les femmes qui doivent le faire, mais aussi les hommes, parce qu'ils sont des pères de filles, ils sont des frères de sœurs. Donc c'est pour ça que la réflexion doit se mener ensemble. Et j'en profite pour remercier, pour dire toute ma reconnaissance à tous les hommes qui ont compris que ce combat est un combat juste et que l'homme ne peut pas évoluer sans la femme. C'est surtout un mot d'encouragement, d'abord pour vous, pour cette initiative. Je sais que ce n'est pas facile, surtout les initiatives du genre qui n'ont pas d'accompagnement. Et si j'ai un mot à dire, c'est que toute structure gouvernementale ou non gouvernementale intéressée par ces genres d'actions qui permettent aux jeunes d'avoir des repères, qui permettent aux jeunes d'avoir des exemples à suivre, qui permettent aux jeunes d'avoir plus d'éléments de réflexion pour leur propre vie, pour leur propre orientation. Je souhaiterais que toutes ces personnes qui trouvent le bien fondé dans ce que vous faites puissent pouvoir vous accompagner, vous encourager et que les années à venir, nous puissions continuer de parler de MyPikin. Et voilà. Nous avons découvert ensemble le parcours extraordinaire de notre invité du jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, nous mettrons en lumière une autre perle d'influence 2024 qui, elle aussi, fait bouger les lignes dans son domaine. Reste donc connecté. Et si cette cause te parle et que tu souhaites rejoindre le mouvement pour réduire les inégalités et encourager plus de filles à s'épanouir dans ce domaine, n'hésite pas à nous contacter sur nos plateformes. Ensemble, faisons grandir cette dynamique et ouvrons de nouvelles perspectives aux générations futures. Abonne-toi, like et partage pour faire rayonner ces voix inspirantes.